À l'aube, la campagne contre les Germains semblait être une marche de légions de plus. Des rangs uniformes, le grondement des pas, le cliquetis du métal. Mais quelques heures plus tard, cette symphonie de bronze et de fer se transforma en chaos. Les lances des barbares déchiraient l'air, les flèches sifflaient comme des êtres vivants. Et c'est dans cet enfer que le soldat romain se tenait, inflexible, comme s'il était lui-même une partie du mur. Pourquoi leur armure résistait-elle, là où tout autre aurait craqué sous le premier coup? Les historiens ont écrit que la lorica segmentata, une armure segmentée, devenue le symbole de la discipline romaine, est mentionnée pour la première fois au début du 1er siècle de notre ère. Ces plaques de fer étaient reliées par des courroies et des attaches, offrant une flexibilité sans perte de protection. Les découvertes archéologiques à Carlisle et Corbridge montrent qu'une telle armure pesait environ 9 kg. Moins qu'un gilet pare-balles moderne d'un fantassin, mais protégeant bien plus efficacement. Cette armure n'était pas seulement un vêtement de guerrier, c'était un bouclier enveloppé autour du corps. Ces segments métalliques cliquetaient lorsque les légionnaires marchaient en formation, comme si toute l'armée était un seul être vivant, couvert d'acier. De loin, la formation romaine ressemblait à une vague de métal en mouvement, capable d'engloutir toute résistance. Ce type de protection était appelé lorica, du mot latin lorica, qui signifiait cuirasse. Il existait différents types. La lorica amata, une cotte de maille faite de milliers d'anneaux, la lorica squamata, une variante à écailles, et enfin la lorica segmentata, le summum de l'ingénierie antique. Elle était assemblée à la main, chaque plaque étant ajustée au corps d'un soldat spécifique, comme une armure pour un gladiateur qui ne devait pas perdre. Selon diverses sources, c'est cette armure qui fut utilisée massivement pour la première fois dans les légions de l'empereur Auguste, et plus tard, à l'époque de Trajan, lorsque Rome atteignit les limites de sa puissance. Polybe écrivait que la force de Rome résidait non seulement dans ses armes, mais aussi dans l'art de les utiliser. Et la lorica devint l'instrument qui fit des guerriers dispersés un mécanisme unique. Mais derrière chaque plaque se cachait un prix. Le légionnaire ne se contentait pas d'enfiler son armure, il s'y intégrait. Sous les couches de métal, la peau s'écorchait jusqu'au sang, la sueur ruisselait sur le corps dans l'armure échauffée, et les épaules bourdonnaient sous le poids. Et pourtant, lorsque le premier coup de lance atteignait la poitrine, c'est précisément cette douleur qui sauvait la vie. Les segments de la lorica étaient assemblés de telle sorte que le coup d'épée glissait sur la surface, perdant de sa force. C'est là que résidait la simple ingéniosité des forgerons romains. L'armure ne résistait pas au coup, elle le déviait. Comme une vague qui ne brise pas la pierre, mais la contourne. Un légionnaire, atteint à la poitrine, pouvait vaciller, mais ne tombait pas. Son armure amortissait l'énergie, comme les plaques composites modernes. Lorsque les archéologues ont trouvé des fragments d'armure dans les ruines de Carnuntum, les traces de déformation sur le métal ont montré que les coups étaient portés avec une force qui aurait percé une cotte de mailles ordinaire. Mais la lorica tenait. Elle sauvait là où même le bouclier ne servait à rien. Des milliers d'années plus tard, les ingénieurs ont maintes et maintes fois tenté de reproduire cette formule. Légèreté, flexibilité et protection. Mais la question demeurait. Comment les guerriers du monde antique ont-ils créé ce que nous pouvons à peine surpasser aujourd'hui? Et peut-être, la réponse n'est-elle pas cachée dans le fer, mais dans celui qui le portait. Car l'armure n'est pas seulement du métal, c'est une volonté qui s'est forgée une forme. Et à chaque pas sous le soleil, le légionnaire romain transformait cette volonté en une armure capable de supporter non seulement le coup d'une lance, mais aussi l'histoire elle-même. Lorsque le nouveau jour commençait par le signal de combat, le son de la tuba qui déchirait le silence matinal du camp, la Légion savait déjà. Aujourd'hui, il faudrait de nouveau revêtir le métal. Les segments brillants de la lorica refroidissaient la peau, comme pour rappeler, ce n'est pas seulement une armure, c'est une promesse. La promesse de tenir bon. La guerre n'attendait pas des conditions confortables. Pluie, boue, chaleur. Tout se fondait en une marche sans fin, longue d'une vie. La préparation du légionnaire romain commençait bien avant la bataille elle-même. Chaque jour, il s'entraînait en équipement complet. Environ 25 kg d'acier, de cuir, d'armes et de vivres. Selon les écrits de Végès, un légionnaire devait être capable de courir en armure plus de 1000 pas sans s'arrêter. Le poids était réparti idéalement. La poitrine et les épaules portaient l'armure, le dos, les provisions, la ceinture, l'épée gladius. Même la respiration était affûtée jusqu'à l'automatisme. Et pourtant, c'est l'armure qui déterminait qui survivrait dans l'affrontement. La lorica segmentata avait une construction particulière. Des bandes de fer horizontales étaient fixées par des courroies et des rivets, formant une enveloppe mobile.
Elle épousait les mouvements du corps, se pliait lors des torsions, mais ne se brisait pas. Des reconstructeurs modernes ont prouvé qu'une telle armure supporte un coup d'épée avec une énergie allant jusqu'à 150 joules, ce qui est suffisant pour fendre un bouclier ou percer une cotte de maille. Mais les guerriers l'appelaient autrement, seconde peau. Lorsque le légionnaire bouclait la dernière sangle, il se transformait comme en une créature de métal. Ce n'était pas seulement une arme de défense, mais un rituel de transformation. César écrivait que la discipline dans les rangs romains était plus forte que la peur, et l'armure, en grinçant et en cliquetant, devenait le symbole de cette discipline. Les légionnaires se formaient en rang, 3 lignes de 120 hommes, chacune dans un ordre strictement défini par l'expérience. Devant, les hastati, des fantassins lourds, derrière eux les principes, des vétérans, et en dernière ligne, les triarii, des guerriers plus âgés, la dernière réserve. Leur formation ressemblait à un échiquier, mais chaque pièce ici était faite de chair et d'acier. Le terme testudo, du mot latin tortue, désignait l'une des formations les plus célèbres de Rome. Lorsque les flèches pleuvaient, les boucliers s'élevaient et se refermaient, formant un dôme de fer. Dessous se tenaient des centaines d'hommes, et seul le bruit des flèches sur le métal révélait qu'à l'intérieur, il y avait des êtres vivants. Les ennemis voyaient devant eux non pas une armée, mais une forteresse en mouvement. Cette forteresse avançait sans fléchir, même sous le feu. Chaque soldat connaissait sa place, savait comment maintenir la formation, comment ne pas vaciller quand un voisin tombait. Le légat, commandant de la légion, marchait en tête, donnant des ordres par des phrases courtes, transmises par les centurions. Selon Tacite, une légion au combat résonnait comme une seule respiration. Mais avant que l'armure ne sauve, elle mettait à l'épreuve. Le fer frottait les épaules, le soleil transformait les segments en plaques incandescentes, et la sueur coulait sur le corps comme de l'huile sur une lame. Les soldats enduisaient leur peau de graisse pour réduire les brûlures, et les courroies étaient frottées de cire. Et malgré tout, après une marche de 20 milles, le dos se transformait en une carte de contusion. La protection avait un prix, mais aussi une récompense. Lorsque les haches germaniques ou les faudas s'abattaient sur les légionnaires, c'est la lorica qui transformait un coup mortel en une contusion. Plutarque écrivait que lors de la bataille de Tapae, les légionnaires de Trajan, malgré leurs armures mutilées, n'avaient presque pas de mort par coupure. Les plaques se brisaient, mais ne cédaient pas. Le métal pliait, mais ne se déchirait pas. Et tout cela grâce aux forgerons que l'on appelait les fabricae. Ces hommes étaient le cœur de la machine de guerre romaine. Ils forgeaient des armures à partir du fer importé de Norique, l'une des provinces les plus riches de l'Empire. On y extrayait un alliage doté d'une résistance particulière, pas trop fragile pour se briser et pas trop mou pour se déformer. Chaque segment subissait un traitement thermique, une trempe dans l'eau et l'huile, puis était poli à la main jusqu'à un éclat miroir. Dans les forges, il y avait une odeur de charbon et de sueur. Des étincelles volaient comme des étoiles lorsque les maîtres pliaient le métal. Ils savaient que chacun de leurs coups pouvait sauver une vie. Lorsque l'armure prête était portée pour la première fois, elle sonnait purement, comme une corde. Ce son n'était pas seulement un symbole de force, c'était la voix de Rome elle-même. Mais pourquoi parmi toutes les armures de l'Antiquité, est-ce précisément la lorica romaine qui a traversé les siècles? La réponse peut-être réside dans sa conception. Elle ne rendait pas le guerrier invulnérable, elle le rendait résilient. Elle permettait de tomber et de se relever, de respirer et de bouger, de se tenir debout et d'attaquer à nouveau. C'est là que résidait sa force. Chaque coup que le Romain recevait au combat retentissait sur l'armure, résonnant dans sa poitrine. Le son de l'acier était la musique de la discipline, le rythme de l'Empire qui tenait sous contrôle la moitié du monde. Et lorsque des milliers de guerriers marchaient en formation, leurs loricae tintaient comme les cloches d'un immense temple, dédié non pas aux dieux, mais à l'idée même d'ordre. Mais même cet ordre avait une limite. Quelque part devant, au-delà de l'horizon, Rome rencontrerait des ennemis dont les lames se révéleraient différentes, plus lourdes, plus larges, plus brutes. Et c'est alors que l'épreuve de la solidité de la lorica deviendrait l'épreuve de l'Empire lui-même. Midi sur le Danube, le soleil frappait les yeux, la poussière formait un mur. La légion avançait vers le gué, où, selon les rapports de reconnaissance, des détachements d'as s'étaient rassemblés. L'air tremblait de chaleur et de tension. Les guerriers se taisaient, chaque pas résonnait du cliquetis du fer. À ce moment, l'armure cessait d'être une simple protection. Elle se transformait en un langage sonore de la guerre. Chaque coup de sabot, chaque grincement de boucle disait une chose. Rome avance. Selon la description de Dion Cassius, les Daces étaient réputés pour leurs armes.
Des falx, des épées courbées capables de fendre les boucliers et de percer même la cotte de maille. C'est précisément contre eux qu'il fallait tester la Lorica segmentata au combat. Métal contre métal, discipline contre fureur. Les guerriers de Trajan savaient, aujourd'hui, ils rencontreraient un adversaire qui n'avait pas peur de mourir. Et c'est précisément cela qui le rendait dangereux. Le premier assaut arriva, comme un coup de tonnerre. Les falches s'abattirent d'en haut fendant l'air. Le bruit de l'impact sur l'armure romaine ressemblait à un coup de foudre sur la pierre. Les plaques pliaient, mais tenaient. Les soldats ressentaient la vibration à travers leur poitrine. Leur souffle était coupé, mais leur corps restait intact. C'est là que résidait la conception des ingénieurs. La Lorica n'arrêtait pas la force, elle la répartissait. Comme les casques modernes amortissent l'impact sur toute la surface, l'armure romaine transformait une estocade mortelle en une poussée sourde. Les dasses frappaient encore et encore. Leurs cris se mêlaient au grondement des boucliers, au sifflement des flèches. Sous cet ouragan sonore, les légionnaires maintenaient leur formation. Le centurion, officier supérieur, dirigeant une centaine d'hommes, parcourait la ligne, criant de courtes commandes. Sa voix, rauque de sable et de sang, résonnait comme la volonté elle-même. Selon Tacite, les centurions romains se distinguaient par le fait qu'ils mouraient debout et non en fuite. Leur symbole, le vitis, une vigne dont ils se servaient pour punir les infractions à la formation, mais aujourd'hui, avec cette vigne, ils relevaient leurs soldats s'ils tombaient. Dans la formation, il n'y avait pas de place pour le doute. Chaque légionnaire savait, s'il fléchissait, son voisin mourrait. Les premières minutes de combat se transformèrent en 1 heure, puis en 1 journée. Le soleil descendit plus bas, et l'armure chauffa tellement que des brûlures couvraient les épaules. La sueur inondait les yeux, la peau sous les segments s'écorchait jusqu'au sang, mais la formation ne se désagrégea pas. Quand l'un tombait, l'autre prenait sa place. Quand un falx brisait un segment, le forgeron du camp en préparait déjà un nouveau. La machine de Rome ne connaissait pas la fatigue. Les archéologues ayant exploré le champ de bataille de Tapae ont trouvé des dizaines de lames courbes des dasses, enfoncées dans les plaques de la Lorica. Sur certaines, des traces de fissures. Sur d'autres, des zones polies où le coup avait glissé. Cette preuve silencieuse parle plus fort que n'importe quelle chronique. L'armure a tenu bon. Les Romains se nommaient scutum et gladius, bouclier et épée. Mais ce jour-là, c'est l'armure qui a maintenu la ligne. Sans elle, la formation se serait effondrée sous l'assaut. Les guerriers de Trajan résistèrent, puis avancèrent, comme un mur en mouvement. Lorsque la phalange se déplaça, les boucliers s'entrecroisèrent, les lances se dressèrent, et la vague romaine s'abattit sur les dasses. De loin, cela ressemblait à une marée montante, où chaque vague portait en elle des éclairs. Les légionnaires ne fuyaient pas, ils coulaient, comme du métal fondu et inarrêtable. Les faits indiquent qu'environ 40 000 Romains participèrent à la bataille de Tapae. Les pertes, selon diverses sources, ne dépassèrent pas le millier. Pour une bataille où l'ennemi était supérieur en nombre, c'était un miracle. Mais à Rome, on ne croyait pas au miracle, on croyait au calcul. Et ce calcul reposait sur l'acier. Trajan, observant le résultat de la bataille, ordonna de rassembler les armures endommagées et de les envoyer aux ateliers. Chaque bosse, chaque fissure devenait un matériau d'analyse. Rome apprenait de chaque coup, et c'est ainsi que l'armure devenait plus parfaite. Le terme « fabrica legionis » désignait les forges de campagne attachées à chaque légion. Là, les armes n'étaient pas seulement réparées, elles étaient améliorées. Les forgerons renforçaient les segments avec des appliques de cuivre, amélioraient les jonctions, rendaient les attaches plus solides. C'était l'équivalent antique des laboratoires modernes de technologie militaire. Mais le plus important dans cette histoire, ce n'est pas le métal, mais les hommes qui le portaient. Car, comme l'écrivait Polybe, l'armure est le prolongement de l'âme du guerrier. Et si l'âme se brise, aucune armure ne pourra aider. Mais si l'âme brûle, même le fer devient vivant. Quand le combat se tut et que l'odeur du sang et de la fumée flottait sur le champ, les Romains retirèrent leur loricae. Sous le métal, la peau était écorchée, les mains tremblaient, mais les yeux restaient froids. Chacun d'eux savait. Aujourd'hui, l'armure avait tenu bon, mais demain, ce serait une nouvelle bataille. Et il faudrait de nouveau tester non seulement le fer, mais aussi soi-même. Parce que la véritable force de la Lorica ne résidait pas dans son métal, mais dans ce qu'elle faisait à l'homme. Elle le transformait en une partie de quelque chose de plus grand que la peur et la douleur. En une partie de l'Empire, où chaque segment était important, et chaque coup, seulement un son de plus du grand cœur romain.
Le crépuscule tombait sur le champ de bataille lorsque les légionnaires commencèrent à démonter le camp. Les Romains ne dormaient jamais sur place sans fortification. Chaque soir, ils érigeaient une levée de terre, un fossé et une palissade, même s'ils savaient qu'ils partiraient le matin. Épuisés, couverts de boue et de sueur, ils ne retiraient pas leur armure jusqu'au dernier moment, tant que la garde n'était pas postée, tant que les sentinelles n'avaient pas pris leur position. L'armure cliquetait dans l'obscurité, comme les chaînes d'une bête qui ne s'autorisait pas à se relâcher. Trajan savait. L'endurance était une arme non moins importante que l'épée. Une légion pouvait parcourir jusqu'à 30 km par jour, emportant tout avec elle. Tentes, outils, armes, provisions. Selon l'historien Végès, le soldat doit être non seulement courageux, mais aussi robuste de corps, car la fatigue tue plus souvent que l'ennemi. La lorica était une épreuve de résistance non seulement pour le métal, mais aussi pour l'homme. Au petit matin, lorsque le soleil inonda de nouveau le camp, les forgerons réparaient déjà les armures. Dans la forge, ça sentait le charbon et la sueur. Les étincelles jaillissaient au visage, le métal résonnait sous les marteaux. Sur les plaques chaudes, on posait des chiffons humides. La vapeur s'élevait en volute, sifflant comme un serpent. Les légionnaires étaient assis à côté, observant leur lorica retrouver sa forme. Ces scènes, répétées pendant des centaines d'années, étaient le cœur de la machine militaire romaine. Chaque guerrier voyait comment le fer pliait mais ne cassait pas, et croyait qu'il ne se briserait pas non plus. Les découvertes archéologiques de Vindolanda, forteresse située à la frontière nord de la Bretagne, ont montré que les guerriers écrivaient chez eux, se plaignant non pas de l'ennemi, mais du froid et de la lourdeur de l'armure. Un fragment de lettre de légionnaire conservé disait « La lorica me frotte les épaules, mais sans elle, la mort vient vite ». Ces mots, simples, dénués d'héroïsme, montrent le véritable prix de la survie. L'armure romaine n'était pas seulement une merveille d'ingénierie, mais aussi un symbole de discipline. Chaque soldat nettoyait quotidiennement les plaques avec du sable et de la graisse, les polissait jusqu'à les faire briller et vérifiait les attaches. Toute rouille était considérée comme une honte. Le centurion pouvait punir celui qui négligeait l'entretien de son armure, car la saleté sur le métal signifiait la saleté dans l'âme. Il y avait non seulement une signification physique, mais aussi morale dans ce rituel. Lorsque le légionnaire voyait son armure briller au soleil, il se sentait partie intégrante de l'Empire, partie de la grandeur où l'ordre et la force se confondaient. Polybe écrivait que l'éclat extérieur des troupes agissait de manière intimidante sur les ennemis avant même le début de la bataille. Pour les barbares qui ne connaissaient pas une telle unité, le rayonnement de l'armée romaine semblait le reflet de la lumière céleste. Mais même l'armure parfaite ne pouvait protéger de la fatigue. Après la campagne en d'acier, des milliers de loricae étaient usés à l'extrême. Certains soldats remplaçaient les segments de fer par du cuir, allégeant le poids. C'est ainsi qu'apparut la lorica plumata, une variante rare avec des plumes métalliques cousues qui combinaient flexibilité et éclat. Cependant, son coût était trop élevé. Seuls les commandants pouvaient se la permettre. Trajan, de retour à Rome après sa victoire, ordonna d'ériger sur le forum une colonne surmontée de la statue de l'empereur. Sur les bas-reliefs, sculptés en spirale, sont représentées des scènes de ces mêmes campagnes. Des légionnaires en loricae construisant des ponts, combattant, mourant. Chaque plaque sur ces figures est ciselée avec amour. Comme si les tailleurs de pierre eux-mêmes savaient, l'armure était devenue une partie du mythe romain. Les historiens modernes, tels qu'Adrian Goldsworthy, notent que la lorica segmentata n'était pas seulement confortable. Elle est devenue le symbole du professionnalisme d'une armée où tout était calculé. Chaque détail est fonctionnel, chaque attache est à sa place. Cela reflétait l'idée même de Rome, l'ordre contre le chaos, la raison contre la fureur. Et pourtant, dans cette invincibilité apparente, se cachait une faiblesse. Les plaques de la lorica nécessitaient un entretien, la réparation prenait du temps. Dans les provinces lointaines, où le fer manquait, les guerriers remettaient leurs vieilles cottes de mailles. Les historiens divergent sur le moment exact où l'armure segmentée est tombée en désuétude. Certains parlent du IIIe siècle, d'autres du IVe. Mais une chose est claire, sa disparition n'était pas une défaite, mais une évolution. L'Empire changeait, et avec lui, la guerre. Les adversaires commencèrent à utiliser des flèches à pointe forgée, et la cavalerie exigeait une plus grande mobilité. La facilité des victoires sur les barbares fut remplacée par de longues guerres frontalières, où survivait non pas le plus fort, mais le plus rapide. La lorica, autrefois symbole de puissance, commença à céder la place à de nouvelles formes de protection. Mais dans la mémoire des légionnaires, elle resta un étalon éternel.
Pour eux, le bruit des attaches, le crépitement du métal, l'éclat des segments au soleil, c'était la musique de leur jeunesse, la chanson d'un temps où l'armure tenait encore le monde entier. Et lorsque, des siècles plus tard, les ruines des anciens camps furent envahies par l'herbe, on trouvait encore des fragments de ces armures dans la terre, rouillés, déformés, mais reconnaissables. Ils se taisaient, mais dans leur silence résonnait l'écho des pas, de ceux qui avançaient, jusqu'à ce que le monde ne s'effondre sous leurs pieds. Ainsi, l'armure qui protégeait autrefois les corps devint la protection de la mémoire. Mais devant Rome l'attendait une dernière épreuve, non pas le coup d'une épée, mais le coup du temps. Puis la question n'était plus la solidité du fer, mais celle de l'homme lui-même en son sein. Un siècle passa. Le monde qui jadis tremblait sous les pas des légions commença à se fissurer de l'intérieur. L'Empire s'étendait des îles britanniques au désert de Syrie. Mais l'armure de Rome, au propre comme au figuré, commençait à rouiller. Le métal brillait encore au soleil, mais la discipline s'émoussait. De nouveaux barbares, Goths et Sarmates, arrivaient des plaines du nord, armés de lourdes épées et de longues lances. Les vieilles armures n'étaient plus impénétrables. Les historiens écrivent qu'au début du IIIe siècle, les armées romaines portaient de plus en plus souvent de simples cottes de mailles ou des loricae squamatae. L'armure segmentée tombait en désuétude. Elle était plus difficile à réparer, les courroies pourrissaient, les rivets perdaient de leur solidité. Mais, pour les vétérans, elle restait le symbole de la vraie Rome. Un temps où l'acier et l'ordre étaient synonymes. Aux frontières de l'Empire, ce n'étaient plus des citoyens qui combattaient, mais des mercenaires, les fédérés. Ils portaient des armures fabriquées sur le modèle romain, mais dénuées de son esprit. Les lourdes plaques étaient remplacées par des anneaux flexibles, du fer bon marché, du cuir. Les combattants étaient expérimentés, mais il leur manquait ce qui ne peut être forgé, la foi. Car la lorica segmentata protégeait non pas le corps, mais une idée. L'homme est une partie de quelque chose de plus grand que lui-même. Dans les chroniques d'Ammien Marcellin, il y a une scène où, lors de la bataille d'Andrinople, les légionnaires se hâtent d'enfiler de vieilles armures, conservées dans les arsenaux. Ils espèrent que ce métal leur portera chance, comme une amulette sacrée. Mais l'armure ne sauve plus. La formation s'effondre, la cavalerie des Goths perce les lignes, et pour la première fois depuis des siècles, l'armée romaine ne perd pas une bataille, mais sa confiance. Lorsque la fumée de la bataille se dissipe, il reste des corps couverts de plaques fissurées. Les archéologues, ayant exploré ces champs, ont trouvé des vestiges de loricae avec des entailles de lances et des bosses de haches. Le métal résistait aux coups, mais il ne sauvait plus. L'ennemi frappait d'en haut, à cheval, et l'armure, conçue pour les combats d'infanterie, ne pouvait protéger contre une telle puissance. Le terme « contus » désignait la longue lance du cavalier, une arme qui changea les règles du jeu. Son coup était porté par toute la masse du cavalier et du cheval, et aucune lorica ne pouvait entièrement dissiper une telle énergie. Chaque décennie, l'armure devenait plus fine, plus légère, cédant la place à la mobilité. L'Empire, qui s'appuyait autrefois sur la discipline des légions, se transformait en un état vivant de forces mercenaires. Mais malgré tout, même dans ce déclin, le vieil métal romain continuait de parler. Au poste frontière en Bretagne et en Gaule, on trouvait encore des plaques de segmentata, brisées en deux, mais soigneusement enterrées avec les guerriers. Peut-être qu'ils étaient enterrés non pas comme des hommes, mais comme des symboles, les derniers fragments d'une époque où l'armure était égale à l'honneur. Les témoignages de Noric, où l'on extrayait autrefois le fer romain, montrent qu'au dernier siècle, la fonte devint plus grossière et le contrôle plus faible. Les forgerons ne forgeaient plus à la main chaque segment pour chaque guerrier. La production de masse détruisit l'unicité. Là où chaque armure était autrefois personnelle, l'armure devint désormais une simple chose. Et une chose dépourvue de sens cesse d'être une protection. Polybe écrivait jadis que les Romains l'emportaient non par le nombre, mais par l'habileté. Mais dans les dernières guerres, cette habileté se dissolvait. L'armée, habituée à une coordination parfaite, agissait de plus en plus de manière dispersée. Les centurions, ceux qui maintenaient la formation et le moral, disparurent en tant que classe. Sans eux, l'armure perdait son cœur, car même l'acier le plus solide ne vaut rien s'il n'y a pas la main qui maintient la ligne. Néanmoins, même affaiblie, l'armure romaine restait une source d'inspiration. Les barbares qui pillèrent Rome portaient des armures prises comme trophées de puissance. Ils copiaient la forme de la segmentata, sans comprendre que son secret ne résidait pas dans le métal, mais dans l'ordre qui maintenait ce métal ensemble. Les découvertes archéologiques à Ravenne et Carthage montrent que même au Ve siècle, certains commandants de l'Empire d'Orient continuaient d'utiliser des éléments segmentés dans leurs cuirasses.
Ils croyaient que ce style portait la bénédiction de la vieille Rome, comme si l'esprit même de l'Empire se cachait dans les courbes du fer. Mais l'histoire est impitoyable. Après la chute de l'Empire romain d'Occident en 476, la lorica disparut des champs de bataille. Elle fut remplacée par les cottes de mailles, les armures lamellaires, les plastrons des rois barbares. Et pourtant, lorsque les archéologues modernes sortent de terre ces segments rouillés, même après 1500 ans, ils semblent vivants. Le métal, qui forgea le destin d'un continent, semble encore se souvenir de la chaleur des mains, de la sueur et du sang de ceux qui le portèrent. La lorica n'est pas morte, elle est simplement devenue invisible. Elle est passée de l'acier à la mémoire, de la mémoire à l'idée. Et aujourd'hui, lorsque les ingénieurs créent des armures en Kevlar et en titane, ils répètent les mêmes principes. Répartition de l'impact, flexibilité, résistance. Ce que les Romains ont inventé vit encore dans chaque soldat sur lequel brille une plaque. Mais la question demeure. Si l'armure de Rome a résisté aux lames et au temps, l'homme qu'elle a créé pourra-t-il supporter l'épreuve de la chute de l'Empire? La réponse à cette question ne commence pas sur le champ de bataille, mais dans le silence, là où l'acier touche pour la première fois la peau, et où l'homme décide ce qui sera le plus fort, le métal ou le cœur. L'Empire d'Orient, Byzance, hérita non seulement des lois et des routes de Rome, mais aussi de son armure. Ici, dans les mosaïques de Constantinople, la lorica connut une seconde vie. Elle n'était plus la même. Les plaques s'allongèrent, devinrent plus petites, formant des cuirasses lamellaires. Mais le principe demeura, flexibilité dans le mouvement et dureté à l'impact. Les cataphractes impériaux, une cavalerie lourde cuirassée de la tête aux sabots, devinrent la nouvelle incarnation de l'ancien idéal. Le fer protégeait désormais non seulement l'homme, mais aussi le cheval. Mais avec la maîtrise vint aussi une nouvelle philosophie. Si les Romains forgeaient l'armure pour la force, les Byzantins le faisaient pour la survie. L'Empire vivait entouré d'ennemis, Perses, Arabes, Slaves. Et chaque plaque valait désormais non pour la gloire, mais pour la continuation de la paix. Les maîtres de Constantinople créèrent une école d'art militaire, où l'armure devint non pas un symbole de conquête, mais un bouclier de civilisation. Les chroniques byzantines ont conservé des descriptions de la manière dont les cataphractes allaient au combat. Lorsque le soleil touchait leurs armures, écrivait le chroniqueur Skylitzès, il semblait qu'un mur vivant de lumière se déplaçait. Ces mots, échos de la Rome antique, montrent que même des siècles plus tard, l'armure continuait de porter la même idée, l'ordre, la discipline, la grandeur. Mais l'acier, comme les empires, n'est pas éternel. Au XIIe siècle, les armures chevaleresques occidentales succédèrent aux cuirasses byzantines. L'Europe oublia le mot latin lorica, le remplaçant par le mot français armure. Et pourtant, le sens ne disparut pas. Toute armure, des croisades aux cuirasses napoléoniennes, portait en elle la mémoire génétique de Rome. Aujourd'hui, les archéologues, en extrayant de la terre des morceaux de lorica, ne voient pas seulement du métal. Ils voient la trace d'une volonté humaine qui refusa d'être nue face au chaos. Car l'armure, il ne s'agit pas du fer, mais de la peur que l'homme a su vaincre en conférant un sens au métal froid. Et peut-être est-ce précisément pour cela que la lorica n'a pas disparu définitivement. Elle vit dans chaque aspiration à se protéger non seulement de la lame, mais aussi du temps.